Bonjour, avec ce module 5, nous entamons la deuxième partie de la formation qui est intitulée Savoir investir. Donc dans la première partie, je vous rappelle que nous avons préparé le contenant de votre richesse future. Donc avec votre état d'esprit, en travaillant sur vos croyances, en travaillant également sur tout ce qui est de l'ordre de la gestion, pour faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire déjà avoir un contenant solide, et une fois que le contenant est solide, on peut le remplir avec du nouvel argent, avec de l'argent qui va arriver issu de vos investissements. Nous avons terminé la première grande partie de cette formation par la définition de votre stratégie. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes dans la formule vie illimitée, que vous avez la possibilité d'avoir votre stratégie d'investissement validée par moi. Et même si vous n'êtes pas dans cette configuration, c'est-à-dire que vous avez choisi une formule où il n'y a pas ce bonus, en tout cas, je vous incite vraiment à réfléchir à votre stratégie. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, nous allons débarquer dans l'univers des investissements. À chaque vidéo, il va y avoir un certain nombre de possibilités d'investissement. Là, on va parler d'immobilier dans ce module 5. Et vous allez voir, dès que je vais avoir tourné la page, que déjà en matière d'immobilier, il y a mille et une façons d'investir de manière rentable. Donc, et ça sera la même chose avec la bourse, ce que l'on va trouver ensuite. Ça va être la même chose quand on va parler de créer une activité. Bien évidemment, il y a mille et une opportunités possibles dans la création d'activités. Et nous finirons ce module par tout ce qui est optimisation, structure de société. Donc, nous allons parler d'immobilier dans ce module 5. Déjà, dans la vidéo que je vous présente maintenant, je vais faire un tour du propriétaire, c'est-à-dire des différentes façons d'investir dans l'immobilier. Vous allez voir déjà qu'il y a un certain nombre de façons que vous pouvez appréhender tout seul dès maintenant, sur lesquelles vous pouvez vous lancer si vous avez envie dès maintenant. Nous allons également voir quel est votre circuit d'investisseur, quel est le parcours que vous devez faire, puisque quand on parle d'immobilier, on parle d'acheter. Et donc, pour tout achat immobilier, il y a un certain nombre d'étapes, autant que je vous les présente une bonne fois pour toutes. Nous allons parler de négociation, comment faire une bonne affaire, la trouver, mais aussi la créer et puis augmenter sa rentabilité, trouver le financement, des principes pour bien investir, pour que vous soyez quasiment sûr de gagner de l'argent avec votre investissement. On va faire un exemple détaillé qui va me permettre de vous présenter le plan de financement, etc. Donc un certain nombre de choses. Et puis on parlera, et là ce sera peut-être un petit peu plus français, le reste s'adaptant absolument à tout le monde, c'est comment vous devez investir en propre ou en société, ça c'est pour tout le monde, mais sur les différents types de sociétés et l'impôt est forcément euh, spécifique à une région en particulier, donc effectivement ce sera pour le coup les impôts français. Mais tout le reste s'applique aussi à nos amis canadiens et à nos amis belges ou à tout autre ami dans quelque autre partie suisse également, dans quelque autre partie du monde. Tout ce que je vais vous montrer là vous donne la totalité de ce que vous devez savoir sur l'investissement immobilier. Tout y est, vous avez un ensemble de 7 vidéos qui est d'ailleurs que je vous suggère de voir en entier avant de vous poser la question de est-ce que j'ai besoin d'informations supplémentaires, parce que on est un peu comme dans un puzzle, c'est-à-dire que chaque vidéo détient une partie de la réponse et quand vous avez vu vos 7 vidéos, vous avez la totalité de la réponse sur comment investir dans l'immobilier. Si vous souhaitez acheter d'autres programmes qui existent sur le marché, eh bien vous pouvez y aller. Ça c'est votre choix, mais a priori, et d'ailleurs ça peut être intéressant parce que les choses vont être exprimées de manière différente et pour autant, tout ce qui est à savoir dans l'immobilier est présent dans les 7 vidéos que je vais vous présenter là maintenant tout de suite. Et pour être sûr que vous soyez dans de l'exhaustivité, pour ceux qui ont choisi la formation Richesse et Liberté Vie illimitée avec l'ensemble de ces bonus, vous allez également avoir
un certain nombre de formations pratico-pratiques de boîte à outils sur le mobile home, de boîte à outils sur la location saisonnière, sur la colocation. Donc tout ça qui sont des modes d'emploi pour faire de manière encore plus pratique en rentrant encore plus dans le détail que ce que je vais vous avoir expliqué. Mais en l'occurrence, tout est là pour que vous puissiez investir dans l'immobilier quand vous avez envie d'investir dans l'immobilier. Alors pour commencer, il y a investir et investir dans l'immobilier. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'investissements, mais que tous n'ont pas la même rentabilité. Je vous ai présenté sur ce camembert à peu près tous les types d'investissements dans l'immobilier. L'achat de la résidence principale ou secondaire, l'immobilier que j'ai appelé traditionnel, et je vous dirai dans quelques instants qu'est-ce que je mets derrière, l'immobilier à haut rendement, et bien sûr, on va plutôt parler de celui-là. La pierre papier, donc ou SCPI si on est en France, Socafi si on est en Belgique. Les programmes investisseurs, souvent défiscalisants, pas nécessairement, encore que. Le crowdfunding qu'on va regarder et puis la position d'intermédiaire. Derrière, c'est donc tout ça, ce sont différentes méthodes pour investir dans l'immobilier. À part la résidence principale qui ne vous rapportera pas d'argent, le reste va vous rapporter de l'argent, plus ou moins. On va voir ensemble les particularités de chacune de ces différentes cases. La résidence principale, l'achat de votre résidence principale ou d'éventuellement ou même a fortiori d'une résidence secondaire peut être un de vos projets et vous allez voir que le parcours de l'investisseur, le parcours de l'acheteur immobilier que nous allons découvrir dans la vidéo suivante s'applique absolument sur la résidence principale. Vous allez voir que même si votre projet c'est d'acheter votre résidence principale, ce que je ne vous conseille pas nécessairement, mais si c'est votre projet, si vous en êtes là dans votre vie, eh bien, vous allez voir également que la négociation va s'appliquer aussi pour cette résidence principale et donc tout ce que vous allez pouvoir gagner comme argent en négociant, ça c'est la vidéo numéro 3, soit le bien, soit sur les frais de notaire si vous êtes dans un pays dans lequel il y a un notaire, pas un avocat, un notaire, soit négocier aussi avec la banque, tout ça va bien évidemment s'appliquer sur l'achat de la résidence principale ou secondaire. Ce qui est important de savoir, c'est que la résidence principale ou secondaire, ce n'est pas un actif. A priori, ça va vous coûter de l'argent. Il n'y a aucun argent qui rentre parce que vous avez mis X milliers d'euros dans votre résidence principale. C'est plutôt quelque chose qui vous coûte de l'argent, qui vous coûte de l'impôt foncier, qui vous coûte des charges diverses et variées, des charges d'entretien également, qui vous coûte éventuellement des charges de copropriété si vous êtes dans une copropriété. Donc vous avez pas mal plus de charges que vous n'avez de rentrées. Certaines personnes vont considérer que néanmoins c'est ce qu'on appelle de l'épargne forcée. C'est-à-dire si vous avez emprunté, si vous remboursez votre emprunt à hauteur de 500 euros par mois, certaines personnes vont dire oui mais ça c'est autant d'argent que, entre guillemets, je mets de côté, puisque à l'arrivée, je peux vendre cette résidence principale qui a été financée au fur et à mesure. La réponse est oui, c'est de l'argent que vous mettez de côté, je dirais, dans le remboursement de l'emprunt un petit peu tous les mois, et vous pouvez à la fin éventuellement faire une plus-value ou pas, parce qu'on ne fait pas toujours de la plus-value avec la résidence principale. Ça dépend quand est-ce qu'on l'a acheté, ça dépend quand est-ce qu'on la revend. Il y a des cycles économiques dans lesquels la résidence principale, enfin, ou tout immobilier d'ailleurs, prend de la valeur. Il y a des cycles économiques dans lesquels l'immobilier perd de la valeur. Donc, il n'est pas du tout garanti que vous la revendiez plus cher que vous ne l'avez acheté. Il y a même des fois où on ne peut quasiment pas la revendre parce qu'il y a eu un accident de parcours, parce que vous étiez en zone inondable et que tout compte fait, plus personne n'a envie d'aller en zone inondable ou plus personne ne pourra construire à cet endroit-là. Et donc, c'est de l'argent que vous avez
presque jeté par les fenêtres. En tout cas, vous allez y habiter tant que vous voulez, puis après, tant pis. Il y a des exemples de villages entiers qui sont dévastés parce que en zone à risque et effectivement où il n'y a strictement aucune possibilité de revendre la maison, alors même que les propriétaires ont plutôt envie de partir dans une zone qui soit plus cool. Et donc, globalement, ils sont obligés de rester là. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne peuvent pas revendre et qu'ils n'ont strictement pas un radis de plus, ou un euro de plus, ou un dollar de plus pour acheter ailleurs dans une autre ville. Donc, ce n'est pas un actif, ça peut parfois être un piège, pas tout le temps. Certaines personnes, je suis sûre, dans votre entourage, ont gagné de l'argent avec leur résidence principale. Encore une fois, ça dépend quand vous achetez, ça dépend quand vous revendez, et ce qui s'est passé dans les dernières années risque de ne pas se repasser dans les années futures. Donc rien de garanti là-dedans. De toute façon, même si vous gagnez de l'argent à l'arrivée, c'est plutôt sur un temps long. On n'est pas sur du temps court. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas acheter à un moment donné une résidence principale, voire une résidence secondaire, si on a envie, si on a les moyens, si c'est important pour nous. Ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que l'important, c'est de détenir de l'immobilier. Ça n'est pas d'être propriétaire de sa résidence principale. Ça n'est pas la même chose. Je conseille nettement, surtout si vous prenez de l'âge, d'arriver à la retraite en ayant de l'immobilier. Pour plein de raisons, même si, par exemple, aujourd'hui en France, quand vous êtes locataire et que vous avez plus de 60 ans, vous ne serez jamais délogé de l'appartement dans lequel vous êtes. Donc ça, c'est une garantie. Donc vous pourriez être locataire à vie d'un appartement sans aucune espèce de problème. La loi vous protège, mais je trouve intéressant d'avoir de l'immobilier quand on est en retraite, ne serait-ce que psychologiquement, ça assied. Ça permet de savoir qu'on a quelque part du solide, qu'on a quelque part de la pierre. Psychologiquement, ça reste. La pierre a un rôle à jouer. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on n'a pas besoin que ce soit sa résidence principale. Tout à l'heure, je vous disais, je ne suis pas forcément pour le fait d'acheter en premier sa résidence principale. Pourquoi ? Parce que si vous achetez en premier votre résidence principale, vous allez hypothéquer votre capacité d'emprunt. Et encore une fois, c'est pas en tout cas la résidence principale qui vous amènera vers la richesse. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que si vous visez la liberté financière, ce qui est l'objectif de richesse et liberté, ça n'est pas avec votre résidence principale que vous allez atteindre cette liberté financière. Pourquoi ? Parce que vous ne gagnerez pas d'argent avec votre résidence principale. Donc, comme on ne gagne pas d'argent avec la résidence principale, la règle concernant le financement de la résidence principale, c'est que ça coûte le moins cher possible. Pour que ça coûte le moins cher possible, on va mettre un maximum d'emprunt. Si on peut l'acheter cash, on l'achète cash. Et on va réduire au maximum la durée de l'emprunt, donc avoir une durée d'emprunt minimum. Dès qu'on va être sur de l'immobilier locatif, de l'immobilier qui sert à gagner de l'argent, ça va être exactement l'inverse. On va réduire l'apport au minimum. Je vous renvoie vers la vidéo qui s'appelle l'effet de levier. C'est une vidéo donc, qui est dans le module 4, qui est une vidéo extrêmement précieuse à comprendre, à intégrer, surtout lorsqu'on parle d'immobilier, parce que dans l'immobilier, on va faire jouer les effets de levier à fond. Je vous en reparlerai, mais on va faire jouer l'effet de levier de l'espace, on va faire jouer l'effet de levier du temps, on va faire jouer l'effet de levier de l'argent, c'est-à-dire en utilisant l'argent des autres, l'argent du locataire et l'argent de la banque. Donc vraiment, s'il y a un endroit où on peut jouer à fond sur les effets de levier, c'est l'immobilier. Donc je vous suggère, si vous avez oublié, de retourner voir cette vidéo sur l'effet de levier dans le module 4. Donc, votre résidence principale, maximum d'apport, durée d'emprunt minimum. Pour un investissement locatif, minimum d'apport et durée d'emprunt maximum. En tout cas, la durée d'emprunt maximum et l'apport minimum pour respecter cette règle d'or qui est que vos entrées sont supérieures à vos sorties. Deuxième possibilité d'investissement, l'immobilier traditionnel. L'immobilier traditionnel, qu'est-ce que j'appelle l'immobilier traditionnel? C'est la location nue, ce que l'on appelle des revenus fonciers.
Vous avez un appartement, vous avez 4 murs, enfin en tout cas j'espère, un plafond ou un toit, un plancher ou un sol. Il n'y a rien dedans. Vous avez éventuellement une cuisine peut-être aménagée, peu importe. Vous avez certainement des installations de type arrivée d'eau, électricité. Vous avez sûrement des sanitaires également et une salle de bain. Néanmoins, il n'y a pas de meubles. On ne peut pas y loger du jour au lendemain. Ça s'appelle de la location nue avec des revenus fonciers. On peut également, toujours dans l'immobilier traditionnel, être en location meublée, ce que l'on va retrouver avec un sigle qui est la location meublée non professionnelle LMNP, avec un locataire unique. Donc c'est vraiment une location traditionnelle. Vous mettez une annonce, vous spécifiez si c'est du meublé ou si c'est de la location nue, normale. Dans ce cas-là, on ne spécifie pas. On spécifie généralement quand c'est le meublé. On ne spécifie pas quand c'est de la location nue. Et on met une annonce dans un journal local de petites annonces, par exemple. En France, ça va être de plus en plus Le Bon Coin aujourd'hui. Et vous allez avoir des personnes qui vont répondre à l'annonce, vous allez faire visiter. Et quand une personne vous plaît et correspond à ce que vous voulez, vous mettez la personne dans l'appartement. Si on est en location meublée, on est généralement sur un bail court, qui est un bail d'1 an renouvelable. Sur de la location nue, on est sur un bail beaucoup plus long qui va grosso modo durer le temps que le locataire ne restera dans les lieux, ne s'en ira pas. La rentabilité pour de l'immobilier traditionnel est entre 2 à 5% net avant impôt. Ce qui fait que quand je poste des vidéos qui disent sur YouTube ou sur Facebook, on peut gagner de l'argent sur l'immobilier, je suis systématiquement insultée par un certain nombre de personnes qui me disent mais non, de toute façon, dans l'immobilier, vous dites qu'on peut gagner du 10%, ça n'est pas possible. Tout ce qu'on peut gagner, c'est 3-4% net avant impôt. Pourquoi? Parce que ces personnes ont un seul schéma en tête qui est le schéma de l'immobilier traditionnel. Donc une manière d'investir qui demande, et ça c'est l'avantage de la chose, extrêmement peu de temps à partir du moment où le locataire est en place, à partir du moment où il paye son loyer, éventuellement par virement, vous n'avez absolument rien à faire tant que vous ne récupérez pas l'appartement parce que le locataire s'en va. C'est donc une rentabilité qui est relativement faible et qui va être difficile à équilibrer avec un emprunt, même si vous êtes dans l'équation, je mets un apport minimum ou un peu d'apport en tout cas, et je diminue, enfin j'augmente au maximum la durée de l'emprunt, c'est-à-dire que je diminue au maximum le montant des mensualités, même avec des mensualités de remboursement assez faibles, il se peut que vous ayez du mal à garder l'équation entrée supérieure ou égale à sortie en place. Donc on peut difficilement équilibrer avec de l'immobilier traditionnel. Je vous rappelle que la rentabilité, c'est quelque chose, enfin en tout cas celle que je vous écris ici, même chose, je vous renvoie vers le module 4 et les calculs de rentabilité. Donc la rentabilité 2 à 5%, ça vous permet de comparer avec d'autres types d'investissements et de vous dire si je mets l'argent à tel endroit, peut-être j'ai 1%, si je mets l'argent dans l'immobilier, j'aurai 2 à 5%. Avec une différence néanmoins, si c'est sur une assurance vie, vous aurez probablement 1,5% aujourd'hui. Dans l'immobilier, vous risquez d'avoir à peu près la même chose, un petit peu plus peut-être, mais vous aurez beaucoup, beaucoup plus d'emmerdes, ça c'est certain. C'est-à-dire que vous aurez à vous occuper éventuellement des fuites d'eau, des réunions de copropriétaires, etc. Ce que vous n'aurez pas avec l'assurance vie, même si il se profile quelques petites choses, notamment en Europe, par rapport à ça. Je vais sauter volontairement l'immobilier à haut rendement, en tout cas puisqu'on y reviendra et puisque ça va être l'objet des vidéos qui vont suivre, bien sûr, c'est là où on va mettre de l'énergie. Ces vidéos sont faites pour que vous puissiez gagner quelque chose de l'ordre de 8, 5, 8, 10%, ce qui est à peu près la rentabilité que vous devriez avoir sur vos investissements les plus actifs. 5%, c'est déjà très bien. Là où
on est déjà effectivement dans une assez bonne rentabilité. Donc, ne vous mortifiez pas si vous n'avez que une rentabilité de 5% sur un certain nombre de choses. C'est déjà effectivement beaucoup plus que l'inflation qui est grosso modo proche de 0, peut-être 0,5, et qui va peut-être regrimper un petit peu autour de 1%, mais ça fait déjà 4% de différentiel, donc c'est très bien. Donc on va quand même essayer de viser des investissements qui rapportent du 10%. Petit aparté utile, quand vous avez besoin de calculer, donc je vous ai demandé de calculer votre stratégie, et dans votre stratégie, vous devez, à partir du point auquel vous voulez arriver, calculer quel doit être votre investissement de démarrage. Si vous voulez le faire à la louche et rapidement, rappelez-vous ceci. Il faut 7 ans pour doubler son capital en intérêts composés, quand on réinvestit les intérêts, et si le capital est rémunéré à hauteur de 10%. Donc si vous avez un investissement qui rapporte du 10%, où les intérêts se cumulent, vous aurez doublé votre capital en 7 ans. Pour le retenir, il y a un chiffre magique qui est celui... Alors pour les Français, ça va être simple, pour les autres, il faut juste retenir le chiffre. Le chiffre, c'est 72. 72, c'est le département de la Sarthe. Et donc, vous retenez que ce chiffre 72, donc 7,2% très exactement. Donc, si vous avez un investissement qui rapporte 10% qui cumule les intérêts, il vous faudra 7,2 ans pour avoir doublé votre capital. Et si vous avez un investissement qui rapporte du 7,2% et qui cumule les intérêts, vous aurez besoin de 10 ans pour doubler votre capital. Donc ça, c'est intéressant parce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez 10 000 euros, que vous les avez investis d'une manière ou d'une autre à 7%, vous savez que dans 10 ans, vous aurez 20 000 euros à votre disposition. Donc ça, c'est un point de repère que j'utilise en tout cas souvent quand j'ai besoin de calculer très très vite le bien fondé d'une stratégie ou d'une autre. La pierre papier. Donc la pierre papier, on va retrouver le nom de SCPI pour la France, de Socafi en Belgique. SCPI, Société civile de placement immobilier. Socafi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est exactement l'équivalent. Donc, ce sont des parts de sociétés basées sur l'immobilier. Donc, des parts de sociétés immobilières qui ont acheté, alors, pas trop souvent des appartements, ou si c'est des appartements, c'est vraiment avec des immeubles d'appartements. Mais la plupart du temps, on est sur de l'immobilier d'entreprise, on est sur des commerces, voire il y a quelques SCPI, par exemple, qui travaillent dans le domaine médical, dans le domaine des maisons de retraite ou de ce qu'on appelle les EHPAD, c'est-à-dire les établissements médicalisés pour les personnes du troisième âge. Donc, vous avez un certain nombre de SCPI qui existent, qui sont de toute façon des sociétés qui ont investi dans l'immobilier. La rentabilité est autour de 5%. 5% pourquoi? Parce que c'est à peu près ce qu'ils arrivent à sortir des loyers qu'ils proposent à leurs locataires, sachant que eux, bien évidemment, se nourrissent également. Donc, eux prennent une partie de la recette pour eux et ils vont vous reverser autour de 5%. L'avantage d'un investissement en SCPI, c'est que c'est totalement passif. Vous achetez exactement comme vous achetez des actions, vous les achetez, vous les avez en portefeuille, vous attendez que ça se passe. Peut-être ça va, en plus comme c'est assez peu volatile, peut-être ça va monter, peut-être ça va descendre, mais grosso modo, vous aurez quelque chose qui va rester autour de 5%. Autre intérêt, on peut emprunter pour acheter. Donc vous avez à la fois les banques qui sont d'accord de vous prêter pour acheter, généralement c'est leur propre SCPI, mais vous avez aussi des organismes qui existent, vous pouvez partir à la recherche d'organismes qui financent les SCPI, donc qui prêtent pour financer des SCPI et qui ne sont pas maqués, vous m'excuserez l'expression, avec telle ou telle banque. Donc on peut trouver des SCPI ou à la banque. Éventuellement, vous cherchez SCPI, France SCPI, alors Socafi Belgique dans Internet, voire Société civile de placement immobilier au Canada, je n'ai pas vérifié ce que ça pouvait donner comme acronyme, et vous allez en trouver un certain nombre qui vendent de leur propre part immobilière sans passer par un intermédiaire.
Dans tous les cas de figure, quand on est autour de 5%, on est autour de 5% après commission de l'intermédiaire. Donc quelque part, la commission de l'intermédiaire, vous vous en fichez un petit peu puisque c'est ce qui va vous être versé à vous, c'est dans tous les cas de figure à peu près 5%. Donc, pourquoi pas acheter, placer dans des SCPI. La plupart du temps, ces SCPI sont à distribution, c'est-à-dire que tous les trimestres, vous avez une distribution de dividendes qui correspondent au loyer. Donc, si vous voulez avoir un petit peu d'argent qui tombe tous les trimestres, si vous avez de l'argent à placer, que vous ne voulez pas vous prendre la tête, éventuellement, alors vous pouvez emprunter, mais voilà, encore une fois, pourquoi ne pas emprunter? Puisque vous allez emprunter à peu près à 1 ou 2% et vous allez placer à 5%. Donc vous aurez toujours un différentiel positif. Donc ça vaut le coup en ce moment que les taux sont bas. Et donc vous pouvez avoir tous les trimestres, puisque c'est versé par trimestre, un petit peu d'argent avec un produit qui en plus va se valoriser au fil du temps. Autre catégorie d'investissement immobilier, les programmes investisseurs. Les programmes investisseurs, ce que j'appelle programmes investisseurs, ce sont des programmes vendus par des investisseurs institutionnels. Ils sont souvent défiscalisants. Donc en France, on va parler de LMNP Censi Bouvard, d'investissement Cellier, Duflot, Pinel, d'investissement Malraux. Dans certains pays, les lois de défiscalisation ont été supprimées, par exemple comme en Allemagne. Dans d'autres pays, elles sont encore là. En Suisse, je pense qu'il y en a peu ou pas. Donc, dans certains pays, il y en a encore. Dans d'autres pays, il n'y en a pas. Ce sont des produits donc, qui, la plupart du temps, ont un avantage fiscal, une réduction d'impôt. Mais s'il y a un avantage fiscal, attention, tout avantage fiscal dans quelque pays que ce soit s'apparente d'une contrepartie. Dans le cas de figure, c'est vous achetez, vous avez une réduction d'impôt, mais vous avez également l'obligation de détenir le bien et de le louer pendant 9 ans. Pourquoi est-ce que vous avez cette déduction fiscale? Tout simplement parce que l'État a besoin d'investisseurs dans des programmes neufs, c'est le cas du LMNP, du Cellier, du Flopinel, donc d'avoir des investisseurs qui soient prêts à investir dans du neuf pour pouvoir loger un certain nombre de gens. Donc, plus vous allez avoir d'ailleurs des tarifs modérés pour aider à tout ce qui est logement social, plus vous allez avoir de l'avantage défiscalisant, mais on ne gagne pas sur tous les tableaux. Vous avez, alors, c'est pas que vous ayez moins d'impôts à payer. Défiscalisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie de votre impôt, ou votre impôt, enfin dans une certaine mesure, va servir à payer l'appartement. Donc l'appartement, il n'est pas payé que par le locataire, on va servir à payer l'emprunt plus exactement. Donc le remboursement de l'emprunt, il est payé par trois choses dans ce type d'investissement. Par les loyers, puisque vous louez exactement comme n'importe quel investissement locatif, vous louez votre bien, donc le loyer va venir dans votre poche et vous allez vous en servir pour rembourser l'emprunt. Ça, c'est une première chose. La deuxième partie, c'est les impôts. C'est-à-dire les impôts vous rendent une partie de ce que vous leur avez payé et cette partie, vous allez effectivement vous en servir également pour rembourser l'emprunt. Et puis la troisième partie, généralement, elle vient de votre poche. Donc c'est pour ça que les investissements institutionnels ou les programmes investisseurs de ce type-là ne sont pas réellement non plus des actifs puisque vous avez de l'argent qui sort de votre poche tous les mois. Maintenant, quand vous avez beaucoup d'impôts à payer, ça reste une des solutions pour investir et avoir, enfin en tout cas, c'est pas payer moins d'impôts puisque dans tous les cas de figure, vous allez payer la même chose, mais il y a quelque part une partie qui est versée au trésor public et il y a une partie qui vous est reversée, c'est-à-dire qui correspond à un certain nombre de briques de votre maison ou de votre appartement que vous pouvez utiliser pour construire votre appartement. Donc, bien évidemment, tout ça est une image. Donc, ce ne sont pas réellement, c'est pas un excellent moyen pour gagner de l'argent dans une optique de liberté financière. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous avez de l'argent à ressortir tous les mois. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention à continuer à payer des impôts pendant 9 ans. Si tout d'un coup vous arrêtez de votre activité et vous ne payez plus d'impôts au bout de 3 ans,
Par contre, on ne va rien changer à votre emprunt. Si vous payez 1000 euros vous remboursez par exemple 1000 euros d'emprunt tous les mois, vous remboursez 1000 euros d'emprunt. Sur ces 1000 euros d'emprunt, vous avez 500 euros qui viennent du locataire. Vous avez 300 euros qui sont une réutilisation de votre impôt et vous avez 200 euros qui sortent de votre poche. Si demain, vous arrêtez de travailler, donc vous n'avez plus d'impôts à payer ou très peu d'impôts à payer. Vous aurez toujours votre locataire qui va vous donner 500 euros. Vous n'aurez plus d'impôts, donc les impôts ne vont pas vous le rendre puisque vous n'en avez pas payé. Donc ça veut dire que vous aurez 500 sur votre emprunt de 1000 euros, vous aurez 500 qui sera remboursé par le locataire et vous aurez 500 qui sortiront de votre poche. Donc attention à ça, ça ne vaut que si vous êtes à peu près sûr de continuer à payer autant d'impôts, en tout cas le seuil nécessaire ou le montant nécessaire, minimum nécessaire, pendant les 9 ans ou 12 ans ou 15 ans que va durer votre investissement. C'est lié du flot Pinel, etc. Donc ça, c'est vraiment une première chose. La deuxième chose, donc, enfin même la deuxième chose, la première, c'est que vous sortez de l'argent de votre poche, donc attention. La deuxième, c'est que ça ne vaut que si vous payez des impôts et si vous continuez à en payer pendant un certain temps. La troisième, c'est que dans ce type de programme, on va travailler avec des investisseurs et que des investisseurs institutionnels, et il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, vous avez des biens qui sont un peu plus cher que ce que vous pourriez trouver sur le marché. Tant que c'est un petit peu plus cher, ça n'est pas grave. Tant que quand c'est beaucoup plus cher, effectivement, c'est grave. Quatrième inconvénient éventuel, c'est que ce sont des programmes. Donc ça veut dire que tout le monde va investir au même endroit. Et pour peu que vous ayez 4 promoteurs qui aient une soudaine envie de faire des immeubles sociaux dans, je sais pas moi, allez, on va dire à Clermont-Ferrand, et qu'il n'y ait pas de demande pour des immeubles sociaux à Clermont-Ferrand, quand vous allez vouloir revendre le bien, si vous voulez le louer, ben, vous n'aurez pas de locataire, et quand vous, ou très peu, ou mal loué, et quand vous allez vouloir revendre le bien, eh bien, il se peut que vous n'arriviez absolument pas à le revendre parce que bah, tout le monde saura qu'il n'y a pas de demande. Donc, quelqu'un ne va pas vouloir le louer s'il n'y a pas de demande. Et comme ça, c'est généralement plutôt des programmes faits pour louer que des programmes faits pour habiter. Vous pouvez vous retrouver effectivement avec un bien dont vous avez beaucoup plus de mal à vous débarrasser. Cinquième, je ne sais plus si je suis au cinquième ou au sixième inconvénient, si vous avez un incident de parcours et que vous voulez revendre le bien avant, j'ai des clients dans ce sens-là qui ont divorcé, et bien le bien, vous devez le garder pendant 9 ans ou alors vous remboursez le, la réduction d'impôt, le crédit d'impôt qu'on vous a fait. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez économisé 4000 euros d'impôts sur les 4 dernières années, eh bien, vous allez devoir les rembourser à ce moment-là, et des fois, ça peut faire un petit peu mal. Donc, surtout quand on vient de divorcer, c'est vraiment pas le moment de rembourser ce genre de choses. Donc, il faudra rester en indivision avec votre ex-mari ou votre ex-femme pendant 9 ans, pendant 12 ans, pendant 15 ans, ce qui parfois n'est pas la panacée pour personne. Petite petite chose, même grosse chose très importante sur les programmes investisseurs, ce qu'un investisseur institutionnel peut faire, vous pouvez le faire aussi en direct. Autrement dit, si c'est de la location meublée non professionnelle, vous pouvez effectivement passer par un programme de défiscalisation type Censi-Bouvard, mais vous pouvez aussi le faire en direct, vous. Alors, vous n'aurez pas la même défiscalisation, mais par contre, vous aurez, vous aurez une rentabilité qui sera bien supérieure. Puisque pour tous ces programmes, notamment par exemple le LMNP Censi-Bouvard, vous gagnez aux alentours de 3-5%. Donc ça veut dire que l'institutionnel, lui, il gagne facilement du 10 ou du 15%, chose que vous pouvez faire par vous-même. Donc tout ce que quelqu'un peut faire, vous pouvez le faire vous-même en direct avec une rentabilité bien supérieure à ce que vous aurez si c'est un institutionnel qui le fait. À partir du moment où c'est un institutionnel qui le fait, l'avantage c'est que c'est lui qui fait, vous n'avez pas grand-chose à faire. L'inconvénient c'est que vous êtes tributaire de l'institutionnel. Donc si il se plante, la gestion est mauvaise, vous pouvez avoir un certain nombre de problèmes. Je vous disais tout à l'heure effectivement que avec du flot, du Pinel, si la résidence ou si l'appartement n'est pas au bon endroit, peut-être qu'il va vous rester sur les bras.
Si on est sur de la location meublée non professionnelle, on va être sur du meublé de tourisme, on va être sur de la résidence étudiante, on va être sur des résidences seniors, on va être sur des EHPAD, donc des établissements médicalisés. Tout ça, ce sont des établissements qui sont gérés. Encore faut-il que le gestionnaire soit sain, parce que s'il ne l'est pas, vous prenez un risque. Malheureusement, vous n'avez pas vraiment de moyen de savoir si le gestionnaire est sain ou ne l'est pas. Donc il faut un peu faire confiance à votre intuition ou sauter dans le lac. Et puis, bien, rappelez-vous qu'un EHPAD, donc un établissement médicalisé, c'est le plus souvent en race campagne. Pourquoi? Parce que c'est pour des personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Donc on va utiliser du mètre carré qui n'est pas cher. Donc on va être en pleine campagne. On va avoir un établissement qui a été rénové, refait ou bâti avec des tuyaux partout parce que l'idée bah, c'est quand même d'avoir des personnes qui sont médicalement assistées donc qui ont besoin d'un certain nombre d'oxygène, de trucs, de bidules qui arrivent jusqu'à leur chambre. Et donc, grosso modo, c'est une maison au milieu de la campagne avec des tuyaux. Donc il n'est pas question que vous y habituiez, que vous y habitiez un jour, parce que vous avez une chambre au milieu de ce truc-là, et donc bah, il y a intérêt à ce qu'il continue à tourner, parce qu'effectivement, sans quoi vous vous retrouvez avec propriétaire, heureux propriétaire, d'une chambre avec des tuyaux au milieu de nulle part. Voilà. Alors, c'est pas pour vous faire peur, parce que ça peut être aussi des choses tout à fait intéressantes. Moi, je suis pas fondamentalement contre les programmes investisseurs. Je suis pas forcément pour dans une optique de liberté financière, mais encore une fois, certains d'entre vous vont payer des impôts, voire beaucoup d'impôts, et ça peut être une manière de défiscaliser de manière à peu près tranquille. Alors, je continue le crowdfunding. Donc, le crowdfunding, c'est quoi? C'est prêter de l'argent. Alors, on peut prêter de l'argent à plein de choses. On peut prêter de l'argent à des entreprises. Mais dans le cas présent, quand on fait le rapport avec l'immobilier, c'est on prête de l'argent à des promoteurs immobiliers qui vont vous payez à peu près entre 5 à 10 sur une période de temps définie. Donc ce qui est assez pratique, c'est que il faut que vous imaginiez le fonctionnement. Vous avez une personne qui veut faire construire un lotissement, par exemple, ou un immeuble, peu importe. Donc elle veut faire construire un lotissement, elle a pas d'argent ou peu d'argent, et surtout elle a envie d'emprunter en banque, bien évidemment, ce qui va lui manquer. Mais pour emprunter, il lui faut un apport. Imaginons que l'investissement, le lotissement, lui coûte 10 millions d'euros ou de dollars. Donc l'investissement lui coûte 10 millions de dollars. Si elle va voir une banque en disant est-ce que tu veux bien prêter 10 millions, peut-être que la banque va lui dire tu vas d'abord commencer par mettre 1 à 2 millions sur la table. Donc elle a besoin d'un apport de 1 à 2 millions. Est-ce que l'investisseur, le promoteur, l'investisseur immobilier, il a de quoi mettre 2 millions sur la table? La réponse est non. Donc il va faire quoi? Il va faire un appel public à l'épargne, c'est-à-dire il va aller voir une plateforme de crowdfunding et il va lui dire voilà, moi je veux trouver X investisseurs qui sont prêts à me donner, à me prêter de l'argent. Et donc vous allez prêter de l'argent à ce promoteur immobilier. Vous allez peut-être lui prêter 5 000 ou 10 000 euros, mais comme vous allez être nombreux, assez vite, ça va faire 2 millions. Donc les 2 millions vont être rassemblés et avec ces 2 millions, le promoteur va aller voir la banque en disant bon ben maintenant que j'ai les 2 millions, est-ce que tu veux bien me prêter les 8 millions restants? Ce que la banque va faire généralement avec grand plaisir. En tout cas, c'est le boulot du promoteur de se débrouiller pour arriver à avoir les sous. À partir du moment où il a cet argent, ou bien à partir du moment où alors il peut commencer, on va faire ça dans l'ordre, il peut commencer à bâtir son lotissement. Et au fur et à mesure qu'il bâtit son lotissement, il peut revendre sur plan, ce qu'on appelle la VEFA, ses différents logements. Qu'est-ce qui se passe quand donc il a commencé il est venu vous voir aujourd'hui pour vous dire voilà j'ai besoin d'argent, donc vous lui avez prêté gentiment 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 1 million d'euros, peu importe. Donc via une plateforme de crowdfunding, et je vous en ai mis un certain nombre là en dessous à la fin du slide. Donc aujourd'hui il dit bah voilà tu me prêtes une certaine somme. Il peut, parce que ça fait partie de ses chiffres, vous dire
combien il va vous rembourser, à quel taux, à quelle rentabilité, et surtout, il sait à quel moment, puisqu'il sait que entre maintenant et dans 2 ans, il aura commencé à monter son projet et il aura commencé à vendre en VFA les premiers appartements. Donc quand il va avoir vendu sur plan ses premiers appartements, qu'est-ce qui va se passer? Il va récupérer de l'argent dans ses caisses. Et en récupérant de l'argent dans ses caisses, il va pouvoir vous rembourser et ou rembourser la banque. Le risque par rapport à ça, c'est éventuellement que l'investisseur disparaisse dans la nature, mais ça c'est toujours un risque, quels que soient les investissements que vous allez faire. Le plus gros risque, c'est qu'il y ait un peu de délai dans la construction, et donc c'est au lieu d'être remboursé au bout de 2 ans, vous allez peut-être être remboursé au bout de 2 ans et 3 mois ou 2 ans et 6 mois. C'est grosso modo le risque principal. Les plateformes WeSeed, Imo Investing, Crowdfunding Imo, Limo, Risers, Homunity, ce sont des plateformes qui ont comme rôle, donc, de collecter l'argent, et c'est pas tout le monde qui peut le faire, collecter l'argent. Il y a un certain nombre de règles, donc il y a des autorités du marché financier en France, mais aussi dans les autres pays qui surveillent et qui font que les règles sont respectées. Et elles sont aussi garants que les promoteurs en face sont des promoteurs sérieux. Donc vous avez un peu d'argent à placer, vous voulez avoir une rentabilité relativement, enfin, je ne sais pas si c'est forte, mais en tout cas, voilà, entre 5 et 10%, ça peut aller jusqu'à 10%. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, l'argent sera bloqué pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, vous ne le récupérerez pas et vous le récupérerez au bout de 2 ans avec 10% supplémentaires. Vous avez prêté 10 000 euros, vous récupérez 12 000 euros au bout de 2 ans et franchement, c'est pas mal du tout. Dernière case, qui est passée presque un tout petit peu trop vite, devenir intermédiaire. Donc, devenir intermédiaire, il y a 2 manières de devenir intermédiaire. On peut être stricto sensu un intermédiaire, professionnel ou non, mais je vais mettre également dans cette case la location-relocation ou la location-sous-location. Alors, on va voir au début, donc être intermédiaire, vous pouvez être intermédiaire professionnel, rien ne vous empêche d'être mandataire immobilier. Vous avez la plupart. Alors, soit vous êtes mandataire immobilier indépendant et il vous faudra, notamment dans certains pays, notamment en France, quelque chose qui s'appelle une carte T, mais c'est pas inaccessible, c'est une formation. Elle n'est pas inintéressante, elle peut se faire en ligne. Elle coûte pas excessivement cher et donc elle est à la portée de tout le monde et vous êtes à ce moment-là susceptible de vendre de l'immobilier puisque vous avez la carte T, c'est-à-dire la carte, le sésame pour avoir le droit de vendre de l'immobilier. Mais vous pouvez également être un mandataire immobilier sans carte T et dans ces cas-là, vous rejoignez soit une agence, soit un réseau. Il y a notamment, alors je vais donner encore une fois un exemple français, mais je pense qu'il y en a d'autres dans le monde et je suis même sûre qu'il y en a d'autres dans le monde et qu'il y en a d'autres qui ont été beaucoup développés dans les pays anglo-saxons. Donc en France, il y a un réseau qui s'appelle IAD France. Ça fonctionne comme du marketing de réseau, c'est-à-dire que vous êtes indépendant, vous appartenez à un réseau. À chaque fois que vous vendez une maison, vous avez une commission qui vous revient et vous créez une équipe. Et à chaque fois qu'un membre de votre équipe vend une maison, bien évidemment, le membre de votre équipe qui a vendu la maison a sa commission, mais vous avez vous également une commission en plus pour avoir managé l'équipe. Donc c'est un marketing de réseau traditionnel. Bien évidemment, on est sur des commissions avec la vente de maison. Donc des commissions avec la vente de maison, c'est pas 30 euros par produit. C'est plutôt, ça dépend de la maison, mais ça peut être 3 000 euros par vente ou 10 000 euros par vente. Donc effectivement, on est sur des choses qui sont assez vite rentables. Donc vous pouvez être tout à fait un intermédiaire professionnel. Mais vous pouvez également être dans la sphère du non professionnel. Un intermédiaire non professionnel, ça va être un chasseur d'appartements. C'est quelqu'un qui ne va pas prendre de commission sur les appartements, qui ne va pas directement mettre un bien en face d'un acheteur. Pourquoi? Parce que ça, c'est le monopole des agences, mais qui va aider un acheteur à dégoter un certain nombre d'appartements, qui va aller lui en présenter un certain nombre, et il y aura derrière un intermédiaire de type agence pour vendre à proprement parler
le bien à l'acheteur. Donc le chasseur d'appartement, c'est celui qui fait jouer son relationnel, qui sait éventuellement négocier, qui est un intermédiaire supplémentaire entre l'intermédiaire professionnel et l'acheteur, ou le vendeur, pardon. Enfin, donc entre l'acheteur, le vendeur, et il est au milieu de tout ça, et l'intermédiaire professionnel. Vous avez également donc une autre manière qu'on va mettre également dans les intermédiaires, qui est celle de la location-relocation. Pourquoi intermédiaire? Parce que vous n'êtes pas propriétaire du bien. Si vous n'êtes pas propriétaire du bien, c'est donc que grosso modo, vous êtes un intermédiaire. Vous n'êtes pas en train d'acheter de l'immobilier. Vous allez prendre un appartement en location et vous allez le relouer ou le sous-louer. C'est quelque chose que je fais assez couramment. Je vous mettrai probablement une vidéo là-dessus sur la location-relocation pour ceux qui sont tentés de le faire. L'avantage, donc il y a des règles, il faut connaître des choses, il faut réfléchir un petit peu avec sa tête, mais dans tous les cas de figure, vous avez le droit de réfléchir avec votre tête. L'avantage de cette location-relocation, c'est que vous n'avez pas d'emprunt, puisque vous n'avez pas d'apport, vous n'avez pas d'emprunt, vous n'empruntez pas, vous n'achetez pas, donc vous n'empruntez pas. Vous avez un peu besoin de trésorerie, mais pas tellement. Vous avez un peu besoin de trésorerie pour faire des travaux éventuellement. Vous avez un peu besoin de trésorerie pour avancer le dépôt de garantie à votre propriétaire, mais vous l'avancez sur une période courte, puisque dès que vous avez trouvé des locataires, vos locataires, en fait, vous rendent l'argent à proportion. Et donc, comme il y a peu d'argent à investir, à mettre sur la table, eh bien, vous avez un très fort retour sur investissement. Je vous renvoie encore une fois au calcul de rentabilité, au calcul de retour sur investissement du module 4 pour faire vos simulations et voir combien vous pourriez gagner par rapport à ça. L'immobilier à haut de rendement pour finir. Donc dans cette vidéo, je vais juste citer les possibilités qui s'offrent à vous et puis vous avez, alors libre à vous d'abord de les explorer plus en détail, de regarder dans les différentes vidéos qui viennent les petits bouts qui s'appliquent à tel ou tel type d'investissement. À partir du moment où vous avez compris le principe, vous avez tout à votre disposition pour pouvoir vous lancer. Donc, l'immobilier à haut rendement, il s'appuie sur un ou plusieurs leviers. La division de l'espace, la division du temps ou l'effet de groupe. Division de l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire je prends un appartement ou une surface de 100, 130 mètres carrés, 150, 300, 4000, peu importe. Imaginons 150 mètres carrés. Je le divise en sous-espaces que je loue les uns après les autres. C'est ce qui va donner naissance à la colocation. Donc la colocation, c'est ni plus ni moins que de la division de l'espace. Au lieu d'avoir un espace que je loue en entier, j'ai 3 chambres, je loue 3 chambres. Ça me rapporte davantage, c'est le levier, que si je louais à une seule personne. Je peux diviser le temps. Diviser le temps, c'est ce qui va être directement la location saisonnière. Donc la location saisonnière, ça n'est pas je loue en continu pour un an, par exemple, puisqu'on est en meublé, mais je loue au mois ou à la semaine ou à la nuit. Donc je divise le temps, ce n'est plus un locataire pour 30 jours, c'est 30 locataires pour chacun un jour, et bien évidemment, chaque locataire va payer plus cher qu'un 30e de jour. Autre possibilité, l'effet de groupe. Donc l'effet de groupe, c'est quoi? C'est j'achète un immeuble. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs appartements. Et donc si j'ai plusieurs appartements, il y en a certains qui vont m'aider à payer mes charges d'immeuble. Et le reste, ça va être entièrement dans ma poche. Donc c'est de l'achat de gros. Dans tous les cas de figure, l'immobilier en haut rendement, il y a deux options. Soit on est sur de l'immobilier actif, soit on est sur de l'achat de gros. Immobilier actif, il va falloir que je gère de manière assez régulière, par exemple des entrées-sorties ou des colocataires. Il va falloir que je gère. Ou bien je suis sur un achat de gros, et l'achat de gros, ça veut dire que je vais acheter pas forcément quelque chose d'énormissime, mais quelque chose que je vais pouvoir subdiviser en 2, 3 lots. Alors que voilà, j'ai fait comme il y a des grossistes, je suis un grossiste d'appartements. On a une rentabilité qui va aller entre 8 et 20%, ça va dépendre. Et là, rendez-vous pour la vidéo suivante de la manière dont vous allez négocier.
Donc plutôt la vidéo 3 du module 5, donc la manière dont vous allez négocier qui fait que vous allez pouvoir avoir une rentabilité qui est grosso modo entre 8 et 20%. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir y investir du temps, ou alors vous êtes en sous-traitance, mais dans ces cas-là, ça vous coûte, effectivement pour la sous-traitance, ça vous coûte de l'argent. Le deuxième inconvénient, c'est que il y a quelques petits projets, mais il y a voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est j'ai du temps à y investir, voire de la sous-traitance, soit je suis sur un projet qui est un projet d'assez grande ampleur. Non pas que vous puissiez pas le financer, mais il va falloir être suffisamment boosté pour être capable de faire face à un projet de grande ampleur. L'immobilier à haut rendement, le voici par ordre de rentabilité ascendante. C'est pas scientifique. Vous allez me dire, ah oui, mais moi, j'ai tel ou tel bien et en fait, je suis plutôt sur de la rentabilité plus forte que d'autres choses. Possible. Grosso modo, vous avez quoi? Vous avez les parkings. J'ai dit plutôt les que le, parce que un parking, et ça c'est noté à la fin, quand vous avez un petit investissement, vous avez un petit gain, même si vous avez une forte rentabilité. Les parkings peuvent avoir une rentabilité de 8-10%. Vous avez, imaginons une rentabilité de 10%, vous avez investi 10 000 euros, vous avez une rentabilité de 10%, ça vous fait 1 000 euros par an. C'est à la fois beaucoup, c'est 10%, mais ça reste 1 000 euros dans l'année. Pourquoi? Parce que vous avez investi 10 000 euros. Si vous investissez 1 million d'euros à 10%, effectivement, ça va vous rapporter 100 000 euros, ce qui n'est pas du tout la même chose pour le quotidien ou ce qu'il y a dans l'assiette. Vous allez plutôt passer des pommes de terre au caviar ou au foie gras assez rapidement. Deuxième possibilité, vous avez les immeubles. Alors les immeubles, la plupart du temps, dans la littérature d'indépendance financière, vous allez voir, j'ai acheté un immeuble de rapport. Alors j'ai mis ça entre crochets. Pourquoi? Parce que un immeuble, il est assez rare que vous l'occupiez tout seul, c'est-à-dire que vous ne décidez pas le lundi de dormir au premier étage, le mardi au deuxième, le mercredi au troisième, le jeudi au quatrième et le vendredi au cinquième. Et puis le week-end dans votre maison de campagne. Donc, moralité, un immeuble, c'est toujours un immeuble de rapport, c'est-à-dire c'est toujours un immeuble qui est fait pour vous rapporter de l'argent. De rapport, ça veut dire que c'est un investissement locatif. Donc, dire un immeuble de rapport, sauf si vous avez une famille très 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 nombreuse, auquel cas c'est la même chose que la résidence principale, un immeuble sera toujours un immeuble de rapport. La colocation, effet de levier de l'espace, je ne loue pas un seul bien, je loue à plusieurs personnes, je divise mon bien. L'achat-revente, bien évidemment avec transformation au milieu, parce que si vous achetez et que vous revendez exactement la même chose, ben, il ne se passera rien. Donc pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait transformation, remise en état, travaux. Là, on est un peu comme dans l'achat de gros, c'est-à-dire qu'on achète de manière... on achète un appartement, mais qui est dégradé parce qu'il y a des travaux à faire, et c'est vous qui acceptez de faire les travaux. La division de lot, là on est également dans de l'achat de gros, donc on va acheter un lot qu'on va diviser et qu'on va soit revendre, soit mettre en location. Donc deux options pour gagner de l'argent, soit avec la revente des deux lots qu'on a créés à partir d'un seul, soit la location de deux petits lots plutôt qu'un seul qui va rapporter plus. Encore une fois, effet de levier, division, donc achat en gros ou division de l'espace, comme vous voulez. L'immobilier professionnel, c'est effectivement aussi un immobilier qui rapporte, que ce soit des boutiques, que ce soit du bureau, que ce soit après des choses un petit peu plus particulières, type maison de retraite, hôtel, etc. Donc tout ça, ça peut se regarder et il y a de l'argent à faire. Les mobilhomes, le mobilhome, ça n'est pas réellement de l'immobilier, c'est du mobilier. On n'est pas sur de l'immobilier et pour autant, donc ça a un certain nombre d'avantages. Et d'ailleurs, Dorothée vous en reparlera dans Mobilhome Gagnant, donc que vous aurez dans les bonus de la formation. Donc, un mobilhome, c'est du mobilier, ça présente un certain nombre d'avantages parce que c'est du mobilier, mais ça garde les mêmes principes d'investissement que de l'immobilier, donc vraiment c'est le bon endroit pour le mettre. La location saisonnière, ça va rapporter comme du mobilhome, sauf que généralement les murs sont un petit peu plus chers à acheter que le mobilhome. Donc la location saisonnière, on est sur l'effet de levier du temps, donc on divise le temps.
on ne divise pas trop l'espace. Et la promotion immobilière. Promotion immobilière, on l'a vu avec le crowdfunding, vous donnez de l'argent, vous avez un promoteur immobilier. Et je vous ai dit que aussi, tout ce que faisaient des institutionnels, vous pouviez le faire tout seul. Et la promotion immobilière à titre personnel, ça va être quoi? Ça va être je prends un terrain, j'achète un terrain, je construis des maisons, je fais des lots. On est dans acheter avec l'effet de groupe et je vais revendre ou relouer les maisons les unes après les autres. Donc je deviens promoteur immobilier. Voilà, donc là, tout ça, c'est de l'immobilier à haut rendement. Les principes sont exactement les mêmes. On va voir maintenant le parcours emprunteur que de toute façon, vous avez à parcourir, quel que soit le bien que vous achetez, sous réserve que vous en achetiez un. Vous n'aurez pas à acheter de bien si vous êtes dans un statut d'intermédiaire, si vous gagnez de l'argent avec du crowdfunding, si vous achetez de la pierre papier, qui sont les exceptions. Mais dans les autres cas, vous aurez à acheter de la pierre. Et si vous achetez de la pierre, le parcours de l'investisseur est toujours le même. Donc rendez-vous dans la vidéo 2 sur le parcours de l'investisseur, dans la vidéo 3 sur la négociation, qu'est-ce qu'on négocie, où est-ce qu'on gagne de l'argent, à quel endroit on gagne de l'argent, et puis la vidéo 4 où on parlera de comment je fais pour trouver mon financement. À très vite.